On s'aime fort. Le podcast du jardin. Et nous sommes le vendredi 14 juillet. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si vous avez encore la tête dans les feux d'artifice, certains ont été maintenus, rien de tel qu'un bon podcast sur le jardin pendant 1 heure pour vous réveiller. Lui, il est aussi pétaradant qu'un feu d'artifice. Il est aussi joyeux qu'une fanfare. Bonjour Eric. Salut Brice. Je suis même le tambour majeur. Écoute, bien sûr. J'ai pas dit la grosse caisse, hein. Je manquerai pas de respect. Non. Je ne manquerai pas de respect. Non. Bon. Tu sais, il faut toujours mettre au fond de la caisse le contenu des fouilles, mais ça c'est... Tout à fait. On fait... Pour la contrepétrie du jour. Jour férié, 14 juillet, nous sommes là, nous sommes ravis de vous parler, nous sommes ravis aussi de vous parler parce que y a des choses à dire, notamment un petit peu au tempo du jardin, avec une seconde saison très clairement qui est lancée, hein. Et puis on va faire une toute petite parenthèse sur ceux qui ont été touchés par les orages, hein, notamment. Alors il y a eu des gros coups de vent, on a vu que ça a quand même pas mal secoué. On va en parler dans un instant, et ceux qui ont été atteints malheureusement de grêle, parce qu'il y en a quand même eu, même si dans l'Est, hein, on était en vigilance extrême rouge, et au final, au global, il y a eu moins de dégâts de prévus, et bien heureusement, évidemment, mais certains ont quand même été lourdement touchés avec des épisodes de grêle et surtout de vent. Donc la tomate, j'allais dire, même si ça paraît très anecdotique, hein, quand vous avez d'autres dégâts, et on le répète évidemment chaque année et chaque fois que ça se produit, mais c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire, notamment, hein, du côté de la valériane, de la prêle, Eric. Juste avant qu'on démarre cette émission, tu m'en parlais un instant, notamment avec des recettes issues de la biodynamie. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un des courants du jardinage naturel, hein, comme on dit toujours. Plutôt pour les professionnels, mais c'est sûr que tous ces types de professionnels, il peut y avoir une application en particulier. Donc je vous invite de temps en temps, des fois, d'aller à des conférences, des entretiens, des échanges avec le mouvement biodynamique, hein. Voilà, il y a plein de choses à apprendre, hein. Comme on dit, nous on fait pas de la biodynamie, mais on s'en inspire sur des techniques, et voilà, de manière que tout le monde puisse trouver des solutions. Et c'est vrai qu'après les épisodes de grêle, hein, comme on dit, souvent il faut laisser un peu faire le jardin, faut le laisser un peu tranquille pour qu'il puisse se relever et puis voir ce qui se passe, hein. D'ailleurs, même après des épisodes de sécheresse aussi, et quand il y a eu une pluie, j'invite toujours tout le monde à laisser la nature reprendre un peu ses esprits. Et des fois on peut avoir des super belles surprises, hein. Laissez un peu le temps au temps quand il y a des gros changements. La grêle c'est pareil, alors là c'est plutôt un peu plus désespérant. Mais après, laissez faire. Par contre, ce qui est important tout de suite, s'il y a des blessures, que ce soit sur de la plante annuelle ou sur des pousses annuelles ou sur de la plante vivace, c'est de tout de suite parer sur les blessures. Et notamment, il y a pas mal de petits traitements qu'on peut faire à base de prêle ou des préparations biodynamiques, d'ailleurs à base de valériane, voilà, qui peuvent complètement aller dans le bon sens et restimuler le végétal et surtout le cicatriser. Comme il peut y avoir aussi des préparations à base de consoude, autres qu'on a déjà parlé. Mais voilà, c'est quoi, 5-10%, 10, 20? Quand on fait soi-même, les préparations biodynamiques, c'est très précis, et c'est pour ça que souvent c'est très efficace. L'imprécision sur la biodynamie, c'est impossible, hein. Il faut que ça soit vraiment très précis, selon certains rituels par rapport à des épisodes de temps et des épisodes lunaires. Par contre, nous, déjà on peut le faire à notre niveau avec un extrait fermenté de consoude, même si vous n'avez pas fait votre extrait fermenté de consoude. Ce qui est possible, c'est en 5-6 jours c'est prêt. Donc vous faites votre extrait fermenté en mettant 1 kg de consoude pour 10 litres d'eau, et après vous laissez fermenter, et après quand c'est prêt, 8-10 jours après, là il faut mettre si on fait une pulvérisation, on fait 1 verre pour 19 d'eau, et quand on fait un arrosage au pied, c'est 1 verre pour 9 d'eau. Donc 1 verre pour 4 d'eau, là on va mettre un peu la dose. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc 1 verre pour 4 d'eau, ça fait 20%. Hein. C'est ça, voilà. On est d'accord.
Voilà, et puis comme ça permet à l'ensemble, et de toute façon, ça fait pas de mal. Et même pour ceux qui n'ont pas eu d'épisode de grêle, ça fait pas de mal non plus, quoi. Il y a un point, ce que tu disais, hein, il faut 4-5 jours là pour Oui. faire quand il fait chaud. L'idée c'est Oui. d'anticiper et puis d'avoir une espèce de pharmacie. Oui, c'est ça. Encore une fois, on n'est pas dans le catastrophisme, mais c'est vrai qu'un petit coup de prêle et puis bon, bah si on a eu des gros dégâts, on a peut-être autre chose à faire que de traiter les tomates. Mais sachez que voilà, il y a aussi des pansements, j'allais dire des pansements à base d'argile notamment, tout ce qui est riche en silice, hein, la prêle aussi. C'est ça. Eric, on est d'accord, tu viens d'en parler il y a un instant, mais toutes ces petites préparations, la pulvérisation d'argile bentonite notamment aussi permet un petit peu de calmer. Et puis pour ceux qui sont équipés, ça se fait aussi en viticulture, en arboriculture, de la poudre, du talc, notamment de l'argile qui permet d'assécher et aussi de cicatriser pour éviter que ça parte en cacahuète. Et notamment les tomates par exemple qui sont blessées, les fruits qui sont blessés, l'idée c'est de les récolter pour éviter que ça en devienne un compost sur pied, quoi, Eric. C'est ça. Et voilà. Et puis là, si après, entre des épisodes je dirais de flotte, parce que bon, surtout pour les pieds de tomates qui sont, je dirais, à l'extérieur, si vous sentez qu'il y a des risques peut-être de mildiou et compagnie, bicarbonate de soude, hein, c'est quand même voilà. En faisant attention de ne pas toucher les fleurs, parce que il y a encore de la fleur. Voilà, le côté asséchant, c'est super parce que voilà, ça permet de cautériser entre guillemets les plaies, mais à la fois, si vous le faites en préventif ou autre, ou voilà, suspicion, le problème c'est que ça sèche tout. Donc il faut y aller mollo, quoi. Bien, Eric, merci en tout cas pour ces petits épisodes. Je le rappelle, vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Et avant de passer au tempo du jardin, juste un petit coucou, parce que les réseaux sociaux, c'est pas que Facebook et Instagram, c'est aussi LinkedIn, Eric, dont tu es un parfait adepte, n'est-ce pas? C'est toi qui es en train de m'apprendre comment ça marche. Ça fait un peu vieux schnock, mais bon. Je parle pour moi là. Hein. Et on fait un petit coucou à Alexandre, qui visiblement est une grande fan. Eric, tu m'as envoyé ça l'autre jour. Donc voilà, et bien sûr, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs, jardiniers ou un peu moins jardiniers, sur les balcons ou dans les jardins, en altitude ou en plaine, qui nous écoutent. En tout cas, bienvenue à tous et on est vraiment ravis de partager cette heure de jardin. Eric, je te propose de passer au tempo du jardin. Vous le savez, principe. On s'en inspire un peu de loin. Évidemment, si le jardin est, on allait dire en alsacien, platschnos, c'est-à-dire on peut même pas mettre une botte dedans parce que c'est encore très humide, on n'y va pas. Donc c'est pas grave si on loupe le coche avec la lune. Mais là, une lune ascendante, encore 2 jours, hein, jusqu'au 16. Oui, c'est ça, voilà. Donc en gros, on sème fort. Moi, j'ai une question. Donc betterave, radis pour l'hiver, etc. Tout ça, on peut y aller. Eric, Oui, bien sûr, oui, mais bon voilà, il faut un peu quand même regarder l'épisode de la semaine, hein, parce que comme on sait que tout ce qui est brassicacées, donc c'est-à-dire par exemple les radis d'hiver ou d'automne, ça met 5 jours à lever. Donc on arrose, ça met 5 jours, il fait très chaud, en 2 jours tout est grillé. Donc des fois il faut mieux attendre 8-10 jours avant de semer, voire le début août simplement. Ça ira très très vite après, on l'a bien vu l'année dernière quand il n'y avait rien qui poussait jusqu'au 15-16 août, et puis à partir de là on a eu l'impression que tout avait repoussé, surtout pour ceux qui avaient commencé et oublié de commencer, alors que ceux qui avaient essayé de se torturer pour que ça puisse maintenir, c'était pas top. Donc des fois même très tardivement, on sait très bien que quand il n'y a pas de rupture de croissance puis de développement dans le végétal, ça va très 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 vite. Alors que quand il y a des ruptures, soit à des coups de chaud, ou à des coups de froid, ou à des attaques d'insectes ou de maladies, on sait très bien que la reprise est des fois compliquée. J'ai planté il y a une semaine des céleris. Alors bon, c'était des céleris qui étaient plutôt en racines nues parce que j'ai pas eu l'occasion, j'ai loupé un peu le coche de les repiquer en petits pots. Bon, ils ont été complètement grillés. Les céleris, on peut encore en planter. Alors dans une descendante, Eric. Là, c'est compliqué parce que là, surtout, plus on est au nord de la France, il manquera un peu de mois, quoi. Après, dans d'autres régions, ça pose pas trop de soucis. Là, c'est un peu limite. Bien que ça soit un légume je dirais de croissance, quand je dis de croissance, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de lumière, et on sait très bien que quand il y a les diminutions à partir du 1er septembre, vraiment de manière importante de la longueur des jours, c'est défavorable pour ces types de légumes.
Donc moi je tenterai, voilà, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là aussi, parce que voilà, mes céleris, j'ai l'impression que je vais pas en manger beaucoup cette année, vu la grosseur, c'est impressionnant. Mais tu expliques comment? Parce qu'il fait trop chaud et ça bloque, c'est moi ça j'arrose pas, moi j'arrose pas assez, c'est tout. D'accord, voilà. ouais. Manque de flotte, quoi. C'est manque de flotte totalement. Le céleri, il faut qu'il mange. Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on dit que des fois, voilà, il faut mettre beaucoup à manger, c'est-à-dire beaucoup de compost ou d'engrais organiques, oui, mais ça veut dire qu'à côté, il faut qu'il soit capable de puiser. Donc ça veut dire tout simplement, il faut arroser. D'accord. Voilà. Il y a des choses comme ça qui sont un peu compliquées. Surtout que ce sont des légumes qui sont dits racines, mais en réalité, c'est demi-racines. Parce que et la partie aérienne, bien voilà. sûr. Ouais. Voilà, donc... c'est ça qu'il faut se dire, donc il faut espérer que la deuxième partie de saison soit moins impactante, mais quand il y a la terre qui est resserrée et haute, le céleri, son cœur balance entre peut-être se mettre à fleur, comme il y a pas mal de personnes qui m'ont appelé d'ailleurs pour les oignons qui ont fleuri, beaucoup ont fleuri, ou des carottes qui se mettent tout de suite à floraison, et puis je parle même pas des légumes racines de la famille des crucifères, des brassicacées, parce que là ça fleurit très rapidement, parce que le légume il en stresse. Donc voilà, après, faut pas oublier que quand il y a des légumes qui demandent beaucoup d'arrosage, par exemple, en ce moment, on peut repiquer les poireaux. Bon, ça, on peut les maintenir, je dirais, avec une certaine fraîcheur, avec paillage et compagnie. C'est un légume qui est là pendant un bout de temps, je dirais, jusqu'au mois de mai l'année prochaine, presque. Donc, il a le temps de grossir, voilà. Mais le céleri, il faut que le 1er décembre, je dirais même avant, ça soit terminé, parce qu'après, il peut geler, quoi. Donc... Bon, donc si t'es joueur, on peut. Voilà. Mais on n'aura pas des grosses pommes de céleri, quoi. Enfin, on n'aura pas des grosses boules de céleri. Voilà. Pardon. Par contre, céleri branche à fond, quoi. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Alors le céleri branche, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Je veux dire, les gens disent ouais, c'est pas du tout la même chose, mais oui, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que au mois de septembre, manger du céleri branche, c'est vachement bon, quoi. Je veux dire, et puis c'est hyper généreux, quoi. Quand ça pousse, ça fait vraiment des ombres qui font plus de 50 cm, c'est super intéressant, voilà, c'est impressionnant. Tu parlais depuis quelques semaines aussi de ressemer courgettes, melons, concombres, cornichons. T'es sûr que c'est pas trop tard, ça, Eric? Non, là les courgettes. Alors moi je dis toujours, quand on sème les courgettes au mois de par exemple au 1er mai, on va en manger en août, juillet début août. D'accord. Donc ça fait 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines après. Si on sème en ce moment, ça veut dire que ça fait 15 août, 15 septembre, donc début octobre, on peut avoir des courgettes, quoi. Donc oui, on peut encore y aller. Oui, voilà. Et puis les concombres aussi. Alors j'invite même les gens, quand ils achètent un concombre, dégrainer, de mettre les graines, parce que des fois c'est juste limite, c'est-à-dire que quand les concombres sont très grands, surtout ceux qu'on vous a donnés, pas forcément ceux que vous achetez, mais ceux qu'on vous a donnés, des fois il y a des graines un peu épaisses. Je vous invite à en mettre sur votre jardin, ou si vous prenez connaissance, vous avez dans votre jardin des concombres qui ont commencé à jaunir parce que vous l'avez oublié. Des fois le premier concombre, des fois il est coincé, voilà. Ouais. Ce que je vous invite, c'est laisser le jaunir un petit peu en ce moment, et dans 8 jours, vous grattez les graines sur le sol. Et des fois, ça repart. Ça repart. Ouais. D'ailleurs, pour les melons, qui est un légume fruit qu'on mange à maturité, ce qui n'est pas le cas du concombre, les melons, ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est que quand vous achetez un melon qui est bien mûr, voilà, les graines, au lieu de les mettre au compost, étalez-les dans votre jardin jusqu'à là en ce moment, quoi. Parce que vous aurez sûrement plein de petits melons qui vont pousser. Alors ça vient ou ça vient pas, c'est pas grave. En tout cas, ça vous fera un paillage de melons, parce que ça c'est très efficace. Moi je l'ai vu sur des concombres. Je conseille toujours de mettre les concombres, je dirais, en position verticale. Ouais, pas lissé, oui. De la place. Jamais laisser traîner le concombre par terre. Voilà, exactement. Mais en le laissant des fois traîner par terre, ce que j'ai fait parce que j'avais des graines qui me restaient. En fin de compte, au pied des aubergines, c'est pas mal. Ça fait un espèce de couvert végétal, voilà. Et si en ce moment je mange pas de courgettes, j'en ai mangé. J'ai mangé des courgettes, oui. Voilà, mais là avec les grosses chaleurs, il y a que des fleurs mâles, ça se voit très fortement. Voilà, les mâles sont toujours, il y a une fleur tous les jours à peu près, de manière à pouvoir favoriser, si besoin, une fécondation à venir, avec les fleurs femelles qui vont arriver. Mais les fleurs femelles, quand il fait très chaud, les pollens n'arrivent pas sur justement la fleur femelle, et donc ça dessèche. Donc ne soyez pas surpris, en ce moment c'est pas si simple que ça d'avoir des courgettes. Il y en a qui disent ouais, j'en ai plein, oui,
sont dans un endroit qui est très bien arrosé, qui est un peu au frais, où il y a beaucoup de matière organique, hein, il y a pas mal de jardins en hauteur par exemple, hein, dans des bacs, il y a beaucoup de courgettes. Ou si vos courgettes sont de situation un peu plus fraîche, c'est-à-dire très gros soleil le matin et puis dans l'après-midi c'est un peu plus frais. Moi ce qui n'est pas le cas, hein, c'est l'inverse. Voilà. Et ce qui est assez fou à dire, j'ai acheté 1 ou 2 pieds de courgettes, parce que j'achète toujours des pieds chez les horticulteurs ici et là, voilà, c'est par principe je dirais. C'est assez marrant, parce que ceux que j'ai achetés, ils ont une vie rose. Et donc ils font des feuilles énormes, il n'y a pas de fleurs. Mais rien. C'est super. J'ai même des doubles ou triples fleurs, c'est surprenant. Là ils sont bien placés ceux-là, mais j'ai pas de feuilles. Mais Eric, j'ai une question un petit peu parce que bon, ceux qui nous écoutent peuvent être quelquefois, des fois désabusés, tristes et découragés. Et, l'idée, encore une fois, on n'en vit pas, donc l'enjeu est moins grand. Mais comment expliquer qu'au final, alors tu vas peut-être me dire oui mais Brice t'inquiète, on ne sait pas forcément ce qui se passe chez les maraîchers et ils ont aussi beaucoup de pertes. Mais on a l'impression que chez les maraîchers ça roule quand même plus facilement quoi. Alors c'est quoi? C'est parce que c'est systématiquement, c'est parce que c'est peut-être de l'hybridé, parce que c'est des variétés, parce que pardon les tomates de supermarché, il n'y a pas d'un mot, c'est dégueulasse dans la grande majorité des cas. Donc voilà, je parle des tomates maintenant, mais on sait que aussi quand tu as les poivrons qui font l'équivalent de deux mains, de 2 points fermés, c'est gorgé de flotte. Bon, ça n'a rien à voir avec les poivrons qu'on peut faire chez nous dans son jardin. C'est pourquoi eux y arrivent et pourquoi nous on n'y arrive pas. Déjà, on y arrive moins quoi. Ce sont des variétés, je dirais, c'est souvent des variétés qui sont propres à cette production. D'ailleurs, on le voit très bien, les acteurs, les maraîchers qui sont des fois dans des variétés dites anciennes, hein, qui ne sont pas des fois si anciennes que ça, mais qui étaient plutôt, je veux dire, qu'on trouvait souvent partout à une époque. Hein. Les productions sont pas si importantes que ça, hein, c'est pour ça que les prix. Donc c'est une vraie question de variété, c'est ça? Ah oui, parce qu'en gros ils ont quoi? Ils ont des légumes dopés, dopés. Non, pas dopés, hein. c'est que c'est des légumes qui sont faits. Non, mais c'est des chevaux de course, quoi. C'est ça. C'est comme par exemple, on prend les pommes, hein, les pommes, les variétés anciennes et les variétés commerciales qu'on peut avoir, hein, la Golden et compagnie. Moi, j'adore la Golden quand elle est super bien produite, hein, mais j'invite personne, je dirais, surtout ceux qui ne connaissent pas le jardin, mais à planter de la Golden. Hein, pourquoi? Parce que souvent, ce qu'il y a, c'est qu'elle est taillée trop longue, donc ça fait des tout petits fruits. Et la Golden, quand elle ne fait pas un calibre de 70-75, elle est moins bonne, quoi. Elle est moins bonne, ouais. Elle est moins bonne. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Alors surtout quand il y en a qui le mettent sur des hautes tiges, par exemple, mais ça peut. Hein. Mais on a plein de petites pommes. Je dis pas qu'elles sont pas bonnes, mais ça correspond pas à des belles Golden, voilà, parce que ça a été créé pour ça. Et les variétés aujourd'hui qu'on crée, sur le marché, sont des variétés qui sont d'abord faites pour les professionnels. Et pareil sur une histoire de poivron. Après, il y a à manger. Voilà, il y a aussi, il donne à manger. L'arrosage, faut voir. Hein, quand on dit qu'il faut jamais arroser quand il est en pleine chaleur. Bon quand il y a les semis, c'est à fond, hein, sinon ça lève pas. Je veux dire, et puis il n'y a pas de rupture de croissance. C'est-à-dire que le légume, un cycle de développement qui est court, enfin qui est normal, mais qui paraît des fois très court par rapport à nous, et c'est pour ça qu'il pousse très 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 facilement, quoi. En gros, c'est. Ouais. Non, pardon, vas-y. Non, et puis après, avant, ils ont bien préparé le sol. Et puis c'est un métier, hein, c'est tout. Hein, c'est clair, net et précis, quoi. Oui, mais après, mais la clé, c'est à boire, à manger. Oui. Et en gros, des semences de compète. C'est ça, ouais, exactement. Oui, exactement, ouais. Ça, c'est clair. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est que eux, ils optimisent, ils maximisent les conditions de vie. Nous, on fait pour que ça pousse. Déjà, quand c'est sous tunnel, les choses changent un peu aussi. Voilà. Voilà. Et puis, en plus, c'est pas des tunnels. Pour nous, on appelle un tunnel, mais c'est pas un tunnel. Nous, un tunnel, on est content quand on marche debout. Oui, c'est de la serre. Oui, là, ça fait 4 mètres de haut, quoi. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Et là, quand on rentre avec un tracteur, c'est rien à voir parce que le légume est protégé, les conditions de vie sont, je dirais, lissées. Il fait pas plus chaud que ça, voilà. Alors que des fois, il fait même plus frais bientôt dans le tunnel. Parce qu'on a créé de l'aération, hein, comme dit, les légumes sont protégés des coups de soleil, hein, voilà. Alors que nous, des fois, notre petite serre, si on a oublié le matin, quand il fait 40 degrés, il faut pas se. Tout cuit. 40, c'est normal que dans les productions de légumes, même les tomates sèchent, hein, tout simplement, parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est un métier, voilà, tout simplement. Et puis après, nous, on est toujours.
Nous, moi, je donne toujours cette pression, hein, ça est devenu même un tic chez certains, on me l'a dit, quand je dis ça passe, bon, bah, là, par exemple, on en discutait avant de faire le podcast, voilà, il a plu, il y a là, un certain nombre, bah, j'avais pas arrosé, voilà, Ouais. on va jusqu'au bout, quoi, pour optimiser l'eau et compagnie. Le professionnel, il peut pas se permettre, quoi. Bien, en tout cas, on revient sur notre tempo au jardin avec à partir du 17 une lune descendante. Là, on plante. On plante et puis on travaille surtout sur les légumes aussi pour la taille et compagnie. Hein. Quand je tailler les concombres, les cornichons, les melons aussi, ou pas. Voilà. Après, on peut laisser faire. Il n'y a pas de souci. Moi, par exemple, sur du concombre, je laisse faire parce que j'aime bien avoir pas des très grands concombres. Le truc c'est que vous laissez par exemple sur les concombres vous laissez sur sur un rameau vous laissez 3-4 fruits puis après vous pincez. Quand on dit tailler c'est pincer en réalité hein, comme ça on coupe. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Donc on fait ça et puis sur des courges coureuses qui sont de plus gros calibre même de très 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 gros calibre allez vous laissez 2, 3, 4 feuilles après quoi et puis après vous pincez tout simplement pour que le pied ne pense plus à se reproduire, mais à mettre tous ses efforts sur le fruit. Quoi. Eric, tu parlais, alors les concombres, les courges et les tomates, on vous renvoie sur le blog avec un article et même des schémas que Eric nous a fait, je crois, et je te remercie. L'idée, c'est aussi de tester. Toi, tu dis, il y a deux écoles, hein, on reprend 2 secondes les melons, alors certains les taillent, certains les... Moi, j'ai fait moitié-moitié. Disons qu'il y a deux notions de taille sur ces légumes-fruits, entre guillemets. Il y a la taille de ramification, c'est-à-dire quand vous avez semé vos concombres, vos cornichons, vos melons et les courges coureuses, ce qui est possible de faire, c'est on attend qu'il y ait 4-5 feuilles et puis on coupe à la deuxième pour favoriser les ramifications. Parce que qui dit ramification dit production de fleurs. Voilà. Donc, et une fois qu'on est là, on est dans la taille de fructification, c'est-à-dire que on limite la quantité de fruits par rameau. Coureur de manière à favoriser les fruits quoi. Mais ça peut, moi par exemple pour tout ce qui est au départ je me casse pas des fois trop la tête hein, je laisse pousser surtout pour les courges coureuses je pince pas ni rien. Après je limite un peu la production, c'est qu'une fois que je vois un beau fruit je coupe les rameaux sur ce fruit, c'est-à-dire 3-4 feuilles après, voilà tout simplement. Bien, et puis les travaux, j'allais dire à peu près classiques. Là, on retombe un petit peu sur ce qu'on se dit. On taille, on fait attention évidemment que ça niche pas. Oui, voilà. Moi, j'avais encore j'ai encore des merles au jardin qui sont en train de nicher. Donc là, je fais très attention. Hein. Ça m'empêche pas d'enlever des fois 2-3 branches qui sont cassées, choses comme ça. Mais voilà. Par contre, un petit point aussi sur les plantations, parce que là, je fais souvent le tour des horticulteurs. Il y a encore beaucoup de plantes de rocaille et surtout des plantes de jardinières et complaties, géranium et autres. Hein. Alors de temps en temps, on entend qu'il faut plus planter de tout ça. Moi je dis faut en profiter. Vous avez par exemple, j'ai acheté plein de géranium à odorant là, différentes sortes. 1,50€ le pied, des trucs immenses quoi, hein, qui coûtent pas cher. Et donc j'en ai planté quoi. Alors Eric, on va, c'est un vrai, nous aussi on est impacté forcément. Il y a 3 choses. Hein. Il y a je pars en vacances, de toute façon, il n'y a personne qui vient arroser. Ouais, c'est ça. Ça c'est le premier point. Aujourd'hui, il y a des gouttes à gouttes qui s'automatisent très facilement. Et puis, il y a un mieux qu'un goutte à goutte, c'est un voisin éventuellement qui vient s'occuper. Je parle du jardin éventuellement parce que les fleurs, il ne va pas en profiter, mais du jardin, pendant que vous n'êtes pas là, c'est lui qui va ramasser les haricots. Il sera très content de manger des haricots. Ou en tout cas, du moins une partie. Donc, il y a toujours moyen de s'arranger avec des voisins arroseurs et surveillants de potager. Je pense que tu es assez d'accord avec l'idée. 2, il y a la question de la flotte. Parce que, encore une fois, tu disais, alors la vivace, c'est devenu le Graal, l'annuel, c'est devenu faut surtout pas prendre ça parce que c'est du jeu, on jette, etc. Mais à côté, comme tu disais, il y a des bonnes affaires à faire chez les horticulteurs. Il y a les serres encore qui sont quand même relativement bien achalandées encore. Oui, et puis les prix. Et ça, c'est les prix, voilà. Et c'est des trucs qui vont terminer à la poubelle. Donc derrière, si on a la possibilité de récupérer l'eau de pluie, ça permet quand même de pailler. Si on a des grosses jardinières, des gros, on appelle ça des Wasserstein chez nous, donc vraiment des gros blocs de pierre, c'est un petit peu mieux quand même que la partie qu'une jardinière en plastique exposée plein sud où il faut arroser limite 2 fois par jour, le matin et le soir quand il fait 37 degrés parce que ça dessèche très très vite. Donc il y a peut-être quand même des moyens. Et puis il y a un truc aussi, c'était l'argument de certains maires, Eric, l'été dernier.
Oui, mais bon, toutes ces plantes annuelles ou vivaces, ça attire quand même un peu de biodiversité. C'est pas faux, Eric. Ça bouffe non, quand mais même. non, Blague à ça part. fait un peu de gaieté. Hein. Et puis par exemple, moi je prends le cas, j'ai acheté quelques géraniums odorants, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est la bonne période, j'ai fait des boutures. Comme ça, je saurais que l'année prochaine, j'aurai des géraniums odorants en plus. Et puis bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est que toute l'eau, moi je dis j'arrose pas mes géraniums, mes plantes à fleurs et compagnie. Je récupère l'eau de ma vaisselle. Alors, on dit souvent que l'eau savonneuse, c'est pas très bon. Alors, c'est là qu'on se dit, on peut faire un effort. Moi, maintenant, j'ai une cuvette à la place de mon, qui correspond à la grandeur de mon évier, quoi. Et là, je mets très peu alors, j'utilise le maximum le lave-vaisselle dans le format économique parce que on sait très bien que ça utilise beaucoup moins d'eau. Qu'une vaisselle à la main, oui. Ouais, que faire à la main. Et je fais à la main, je mets beaucoup moins de. Alors déjà, je prends je dirais un liquide qui est biodégradable. Déjà, c'est déjà un truc. J'en mets 10 fois moins. Je fais tremper mes assiettes dedans, même si c'est un peu gras. Voilà. Et puis c'est avec ça que je vais arroser toutes mes plantes, quoi. Donc ce qu'on appelle les eaux grises, hein, Eric, les eaux grises, c'est ça. Voilà. Et puis après, on se dit aussi, je fais souvent la remarque, bon, c'est pas très hygiénique ce que je vais dire, tant pis, je m'en fous de toute façon. C'est que si vous dites entre mes géraniums ou mes plantes de massif devant je corresponds à tant de litres d'eau, et vous tirez une fois sur 2, une fois sur 3 la chasse d'eau. Ouais, ça vous pissez dessus, je dirais, c'est ça, excusez-moi l'expression, mais quand moi je suis à la maison, je travaille à la maison souvent, je tire pas toujours, voilà. Et je me dis quand on voit ce que ça économise comme flotte, même si vous avez un système, je dirais, de double chasse, petit, chasse, et de temps en temps, je veux dire, une fois sur 2, je vais faire pipi dans le jardin directement, comme ça, sauf quand il fait très chaud, et donc ça permet de. Ou pipi dans l'arrosoir. Voilà. Non, mais voilà, c'est tout à fait. Ce qui est plus pratique chez les jardiniers que chez les jardinières. On va le concevoir, mais au moins ça économiserait un pipi et une chasse d'eau. Non, mais c'est des petits gestes. Non, alors là, c'est pas ça qui va changer la face du monde. On est d'accord. Ouais. Mais et voilà. Et puis après, tous les bons conseils sur le fait d'avoir moins chaud dans la journée. On vous dit, passer la serpillière chez vous, ça m'a fait rire ça. C'est vrai que quand t'as très chaud, passer la serpillière, c'est génial. Comme ça humidifie. Tremper des linges, mettez des serviettes mouillées. Moi je dis, mettez-vous dans un environnement végétal. Même s'il y a des pots. Et arroser ces pots avec ces eaux grises, vous verrez le microclimat que vous avez créé fera du bien à votre maison et aussi peut-être aux voisins aussi. Ça fait un microclimat. Alors c'est ce que je dis là, c'est vraiment tout ce qui n'est pas dit sur les médias. Mais de temps en temps, faut arrêter, quoi. J'en ai marre de l'intégrisme de dire, faut tout arrêter, faut arrêter. Il y a des eaux, quand on voit des fois, peut-être sur des process, on consommerait peut-être un peu moins d'eau, quoi. Oui, puis on va le rappeler aussi. On va le rappeler aussi. Alors là, ça, sans rentrer dans la polémique, mais un peu quand même. C'est toujours simple de culpabiliser le kidam et le citoyen lambda. On va rappeler aujourd'hui. Alors, nous sommes tous responsables puisque nous sommes tous des consommateurs, des usagers. On va rappeler aujourd'hui qu'il y a des réseaux de flotte. Il y a entre 25 et d'ailleurs l'UFC Que Choisir a lancé une grande campagne là-dessus. Il y a entre 25% dans certaines zones à 40 voire 45% de déperdition sur les réseaux de flotte. Il y a un travail considérable de l'eau qui est potable et qui redescend au sol d'une certaine manière, mais qui est gaspillée parce qu'elle a été traitée ou en tout cas captée et acheminée. Donc, je veux dire, aujourd'hui, quand tu as 3 mètres cubes par heure qui fuient dans une ville, dans une grande ville, parce que les réseaux sont totalement vétustes et qu'on a désinvesti massivement là-dessus, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, c'est pas 5 litres pour arroser tes géraniums tous les 2 jours qui vont changer la face du monde aussi. Voilà, faut arrêter aussi. Après, il y a plein de choses comme ça qu'il faut aussi un peu diminuer. Et puis après, on peut imaginer que si vous avez une commune qui arrose, et vous dites, ils vont arroser des fleurs. Alors c'est sûr, mais si vous chacun, vous avez possibilité de fleurir votre maison, peut-être que ça sera un effort à faire au moins à la commune de faire des aménagements. En attendant, certaines communes ici, le gazon est encore très vert et quand tu passes le soir à 23h, les sprinklers ils tournent toujours. Oui. Bon voilà. Non voilà, moi je dis toujours aux gens, soyez responsables, vous êtes tous grands et grandes, voilà. Il y a des interdictions, bien sûr, quand on dit une interdiction interdit d'arroser entre 10h et 18h, ça me semble presque. Et c'est juste totalement logique, voilà. Voilà. Et non, mais voilà, soyez responsables et vous verrez, si vous créez des microclimats, on changera un petit peu
avoir que des zones imperméables, des zones grises, des zones qui voilà. Si un mur il est protégé par de la végétation, que ça soit en pot ou autrement, bah, c'est toujours plus frais. On est d'accord. Et Voilà. on rappelle aussi évidemment, Eric, que le Graal étant la récupération d'eau de pluie, alors pour ça il faut qu'il pleuve évidemment, mais aujourd'hui on sait que les volumes, on va le rappeler, s'il pleut 1 mm sur 1 mètre carré, donc sur un toit, même s'il y a un peu de perte évidemment, mais sans rentrer dans les détails, 1 mm qui pleut sur un toit d'1 mètre carré, ça fait déjà déjà 1 litre. Bon voilà, on multiplie par exemple, un toit à 50 mètres carrés ou 150 mètres carrés, on vous laisse faire le calcul. C'est plutôt pas mal. Là, par exemple, il y a une collectivité qui aide financièrement, même de manière sympathique, le récupérateur d'eau, à condition que le particulier s'engage que tout l'eau de pluie ne rentre pas dans le réseau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il coupe ses gouttières, quoi. Ouais. Donc ça permet de réaménager l'ensemble de son jardin et travailler sur les jardins de pluie. Et là aussi, l'excès d'eau par rapport à vos récupérateurs, sur un toit, il faut aussi l'enlever l'idée, parce qu'il y en a qui disent oui, mais si je mets tout l'eau dans mon jardin, ça va devenir une zone de bactéries et compagnie. Non, pas du tout. Un sol est fait pour, s'il est couvert, si c'est un vrai sol, il est capable de récupérer de la flotte d'eau d'un toit. Il n'y a pas de souci, quoi. Bien en fonction évidemment plein. aussi de ce qu'on peut aménager, mais les jardins de pluie, rendez-vous sur notre blog où on a plusieurs exemples même. Eric, donc on a fait le tour du tempo au jardin, me semble-t-il, avec tout ça, parce que ça fait une demi-heure qu'on papote, qu'on discute et qu'on digresse, mais tu nous as même pas annoncé le sommaire, en tout cas le dossier. Oui, de la alors semaine. voilà quelques questions-réponses par rapport aux auditeurs et aux auditrices. Ça, comme d'habitude. Bien sûr, on va parler autre chose que des légumes, parce que là, on parlait beaucoup de jardins nourriciers jusqu'à présent. On va parler un petit peu de fleurs pour préparer le printemps et les années suivantes. On va parler des iris, parce que c'est la bonne période, juillet et août. Donc là, on a un peu de temps pour pouvoir diviser les iris. Et vous verrez, c'est une plante qui est vraiment très pratique. Est-ce que tu as aussi constaté cette année que les iris, finalement, ils n'ont même pas tenu une semaine? Comme beaucoup de fleurs. Quand les fleurs de printemps qui viennent tôt, c'était merveilleux, quoi. Ouais. Mais là, les fleurs qui fleurissent, cramées. qui ont fleuri en Les roses, juin, les roses, c'est 3 jours. Ouais, Même pas. c'est terrible. Donc là aussi, il y a des choses à imaginer. Le rosier, c'est une plante grimpante, originellement, quoi, voilà, et une plante qui peut supporter un peu de fraîcheur, donc. Peut-être de voir sur des variétés qui sont un petit peu plus arborescentes, un peu plus grimpantes et qui vont choisir leur endroit. Faut pas oublier que dès qu'une plante est capable de courir, donc par exemple la liane, on va mettre, je sais pas moi, les clématites, que ça soit sauvage ou je dirais horticole, que ça soit la courge coureuse, faut savoir que la plante choisit son lieu idéal pour fleurir. Donc, voilà. Donc il y a de l'adaptation imaginer aussi et de l'adaptation et de l'imagination. Eric, je te propose de passer aux questions-réponses que vous nous envoyez sur contact@monjardinbio.com. On va commencer avec Pierre qui nous dit une fois bonjour Brice, bonjour Eric. Une fois n'est pas coutume, merci pour ce podcast, vos précieux conseils et votre bonne humeur. Plusieurs questions au sujet du potager de mes parents situé en Moselle. 2 brocolis, donc ils nous ont envoyé la photo. 2 brocolis, dont un en photo, ont été ravagés par les altises, semble-t-il. Et nous avons des semis de choux chinois, de kale et de rutabaga en attente. Avez-vous des astuces pour lutter contre? En l'absence de voile spécifique contre les altises, les rideaux à mailles fines peuvent-ils faire l'affaire pour protéger ou risquent-ils de bloquer la lumière? Et est-ce déjà trop tard pour le brocoli? Alors les altises, on va le rappeler, bestioles, piqueurs, insectes suceurs. Et donc, avec de l'eau. C'est ça. Déjà, c'est les grosses chaleurs, donc ça sera notre ennemi numéro 1, je dirais, après la limace quand c'est trop humide. Ouais. Parce que là aussi, cette année, limace et escargot, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai première année où dans un jardin, je subis ça d'une manière terrible. Par contre, l'altise, ça va être notre bestiole qui nous embête pendant les grosses sécheresses, parce qu'elle est très présente quand tout est sec. C'est-à-dire que le fait qu'une plante soit arrosée, bassinée, ou elle reçoit l'eau de pluie, il n'y a pas d'altise, tout simplement. Donc on arrose par au-dessus. Voilà, par au-dessus. Donc voilà, alors comme il fait chaud et si on le fait le soir très tard ou très tôt le matin, alors je conseille plutôt très tôt le matin. Pourquoi? Parce que ça évite d'avoir trop d'humidité dans la nuit et que c'est favorable aux escargots et aux limaces, parce que là elles sont très présentes, surtout comme on a beaucoup paillé. Faut pas oublier que si on paille beaucoup, on peut avoir ce petit souci-là. Tant qu'on n'a pas les mammifères ou les batraciens qui vont manger. Dans un autre jardin,
J'étais année à droite avec un hérisson et de l'autre côté j'avais voilà quelques lucioles et compagnie, donc c'était super intéressant. J'étais très content. Dans ce jardin-là, j'ai pas de problème de limaces. Voilà, il y a d'escargots parce qu'il y a le hérisson qui est là et comme c'était un jeune, à mon avis, il y a une portée. Donc voilà, ça c'est important. Donc la seule solution, si vous mettez vos choux, c'est de mettre un filet anti-insecte. Je rappelle bien, c'est pas un filet traditionnel, c'est un filet anti-insecte. Même si on peut imaginer que ça va voiler un petit peu, mais c'est pas très grave. De toute façon, ça va laisser assez de soleil, pas de souci. Par contre, c'est un filet. Donc, qui dit filet dit voilà, faut des arceaux. Ça c'est voilà. Donc, alors c'est sûr que les arceaux, je vous invite à acheter des arceaux comme ça va être maintenant un peu le quotidien, les arceaux professionnels qui sont réutilisables à vie. Et donc, vous allez dans un magasin professionnel et vous avez des arceaux qui ont un prix, c'est vrai, mais comme c'est des trucs professionnels avec la petite boucle qui va bien pour attacher le filet, voilà, en fin de compte vous gagnez votre prix. Alors soit vous faites de la récup avec des fois des tuyaux pour chauffage au sol et compagnie, mais au bout d'un moment ça casse et tout, alors que là c'est vraiment hyper bien, super professionnel et ça fait un bel arrondi. Mais sinon il n'y a pas d'autre solution, ou faire comme les gens qui étaient retardataires l'année dernière, vous planter très tard, voilà, avec le risque qu'il fasse peut-être froid en début de saison. Et qu'on n'ait pas forcément de choux voilà. en l'occurrence. Voilà. Alors pour les repiquages cette année, moi par exemple j'ai repiqué pas mal de choux là pour la deuxième partie de la. J'attendais là et je vais le faire. Voilà, je vais le faire pendant ce week-end, je dirais prolongé. Et comme il a un peu plu, mais par contre c'est sûr que je sais que je vais être un petit peu plus expressif sur l'arrosoir, ça c'est clair. Surtout au début. Les feuilles de photinia se font grignoter. Avez-vous une alors ça, la chenille, non? Oui, alors ça peut être de la chenille ou certains insectes, je dirais type scarabée, et notamment notre fameux gros ver blanc qu'on a qu'on a souvent dans le compost ou dans les bacs de géranium ou autres, le cétoine doré dont l'adulte grignote un petit peu les feuilles. Voilà. Mais vu ce que l'éditeur a envoyé, c'est pas grave. C'est pas rien de très grave. Bon, voilà. On est d'accord. Nous avons trouvé par ailleurs des petites larves dans la terre au pied des photinias qui sont dans des bacs. Oui, ça ressemble. Qui c'est et ce qui présente un danger pour les plantes? Alors j'avais pas compris au début la question de l'auditeur, parce qu'en principe ces larves-là on les trouve pas au pied des photinias, sauf quand ils sont en bac. D'accord. Donc voilà, donc ce sont ce qu'on appelle les larves de cétoine doré, qui sont là, ces gros vers blancs qui ressemblent à des larves de hanneton, ouais, mais avec une petite tête. Et souvent parce qu'il y a eu du broyat qui a été mis en surface et compagnie, donc les adultes vont pondre dedans et bien sûr, le cétoine va surtout pas manger les racines, sauf quand il y a un surnombre de cétoine. Donc là, vu la quantité qu'il y a là, on peut en trouver des fois, moi j'en ai compté jusqu'à 80, voilà. Et là, au bout d'un moment, il mange les racines. Et on fait quoi? Tous les ans, quand on a une première fois, on voit que les plantes déclinent malgré les arrosages et les soins en nutriments. Ce qu'il faut faire, faut carrément dépoter s'il y en a. Et tous les ans, ça va être, il y a des phéromones qui se déposent, je dirais, sur ces plantes, les plantes et sur les bacs, et ça attire les cétoines. Donc tous les ans, il faut dépoter et les enlever. Donc voilà, Pierre, faudra dépoter. Et enfin, nous avons bien couvert le potager pendant l'hiver avec de la vesse, et celle-ci s'est bien développée. Pourtant, à présent, qu'elle a séché, et même déjà avant, la terre au-dessous est très sèche et très dure, donc on est sur une terre argileuse. Est-ce normal? Le couvert végétal n'est-il pas censé ameublir la terre et aurions dû faire quelque chose en préventif? Merci pour vos précieuses réponses et bel été, signé Pierre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? De toute façon, le couvert végétal, il faut dire que les racines ont une action qui est forte sur le fait que ça décompacte ou ça recompacte un peu la terre en fonction du type de sol. Là, dans ce cas, c'est un décompacteur. Mais il ne faut pas oublier que vu les coups de chaleur qu'il y a aujourd'hui, c'est plus de la veste qu'il faut, c'est du chêne. Donc il faut de la racine. Mais c'est pas parce qu'on a mis un couvert végétal que la terre sera moelleuse, surtout si le sol est un peu resserré, quand c'est argileux limoneux ou limoneux. Parce que tout simplement la prise de la chaleur sur le sol est trop impactante. Oui. Donc globalement sur de la veste c'est une plante plutôt annuelle là, donc il faudrait passer sur des plantes un peu plus, je dirais, vivaces, mais le problème c'est qu'il dit plante vivace dit plantes qui prennent le sol, donc c'est mieux que rien, voilà. Mais il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui sur des situations qui sont très chaudes,
même l'enracinement n'est pas assez puissant pour décompacter à tout jamais, quoi. Donc c'est quoi, on peut dire quoi, Pierre, de répéter l'année prochaine? Oui, il faut répéter, ouais, voilà. faut répéter, ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas comme ça. Et puis en plus, ce qu'il y a, c'est que tout le monde n'a pas tout le monde n'est pas dans l'égalité. Je veux dire, tout le monde n'est pas égaux, pardon, face à son sol. Hein. Moi, j'ai un sol qui est très très compliqué, très très dur et compagnie. Quand je vois les efforts que je fais, alors qu'il y en a d'autres, c'est tout simple. Hein. Il y a un historique qui est, je dirais, pas un historique annuel, ni bisannuel, ni sur plusieurs années. C'est sur centaines d'années, donc c'est comme ça. Bien, voilà Pierre, et bon courage. Johan dans le Calvados qui nous dit salut Eric et salut Brice, merci pour vos réponses. 2 questions rapides, comment savoir quand cueillir les cocos de Paimpol et les haricots rouges? Quand ce sont des plantes, je dirais, sèches, je dirais, haricots secs et compagnie. D'accord, donc quand ça a complètement séché, quoi, c'est ça? Oui, voilà, le principe, c'est on pourrait les cueillir longtemps après, il n'y a pas de souci, sauf que quand les nuits commencent à être humides, il peut y avoir pourriture et on peut avoir une attaque de charançon sur pied, quoi. D'accord. Donc pour faire simple, une fois que les gousses sont vraiment sèches, voilà, et moi je dis souvent il faut que ça craque sous les doigts, voilà, cueillir, ramasser. Sinon à cause du charançon. Et j'ai vu une vidéo de Xavier Mathias, donc qui est très connu, hein, maraîcher, sur l'antimildiou eau, bicarbonate et huile. Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour votre super job. Donc via on s'aime fort. Alors dans la version effectivement, bicarbonate 5 grammes par litre, ça on en parle régulièrement, mais la question de l'huile. Oui, c'est pour faire un mouillant. Un complément. Ouais, voilà, c'est un mouillant, voilà, tout simplement. Avant, les professionnels utilisent des produits spécialisés, hein, voilà, qui sont un peu d'ailleurs sont très attachants, comme j'ai toujours. Ouais. Attachants et pas très bons pour les abeilles sur certains, notamment sur les carpettes de pain. Oui, parce que ça fait faut pas oublier qu'on lutte contre beaucoup d'insectes en mettant une pellicule d'huile dessus, parce que l'insecte respire par sa peau. Ouais. Si on peut appeler ça comme ça, cuticule. Et donc le fait de mettre une huile dessus, ça empêche l'insecte de respirer. C'est le même principe sur les traitements divers très huileux, sur des arbres fruitiers. Quand on va utiliser de la paraffine, en réalité, c'est pas la paraffine qui tue. Par contact, c'est simplement parce que l'insecte ne peut plus respirer. Ne peut plus respirer, on est d'accord. Donc attention aussi à ce qu'on met, même si c'est utilisable en agriculture biologique. Oui, alors c'est pour ça qu'on peut utiliser beaucoup d'huile d'olive aussi, des choses comme ça. Mais voilà, si déjà vous utilisez, comme dit, le produit pur, bicarbonate de soude, il y a pas mal. Voilà. Pur, enfin 5 grammes par litre. Oui, c'est ça. On précise et on fait attention aux petites feuilles. Ouais. Sophie du 78, bonjour à tous les deux. J'ai un petit jardin en région parisienne. Je suis envahi d'une mauvaise herbe, de la pariétaire. J'essaye d'en enlever autant que possible, mais elle se plaît beaucoup et malheureusement elle monte en graines et se multiplie davantage. J'aimerais pouvoir valoriser malgré tout ce déchet, mais je suppose que si on la met en paillage ou au compost, alors qu'elle est en graines, je risque d'aider la plante à se propager davantage. Alors je voulais votre avis. Je pensais éventuellement en faire un purin, mais je me demande si les graines pourraient survivre à la macération ou non. L'idée serait d'utiliser la macération filtrée pour arroser mon potager, puis de mettre les restes de plantes au compost. Qu'en pensez-vous? Les graines pourraient-elles germer malgré tout après avoir subi la macération? Merci les amis. J'ai plus rien à dire, hein. Ça c'est le top, hein, franchement. Quand vous avez des plantes qui sont montées en graines, quel que soit le type de plante, et qu'on sait très bien qu'une plante dit indésirable, dit mauvaise herbe entre guillemets. Mauvaise herbe pour faire simple. Elles sont très généreuses en graines. Alors des fois on dit oui en passant par le compost, s'il chauffe bien, il y a 90 à 95% des graines qui sont tuées, où ils vont perdre leur pouvoir germinatif. Oui, mais il en reste toujours 5 à 10% qui est énorme sur une plante sauvage. Le fait de mettre les déchets, je dirais, cette plante qu'on a arrachée et qui semble monter en graines ou qui a subi une pollinisation puis une fécondation, si vous mettez dans l'eau et vous faites une macération, c'est pas top pour la plante. C'est quick. Donc c'est cuit. Donc le principe c'est que vous pouvez même l'étendre après, alors vous laissez un peu plus que normal. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, là vous faites pas entre guillemets un extrait fermenté pour avoir une action, je dirais, contre un insecte, contre une maladie. Là c'est plus simplement pour détruire la plante, mais sans perdre les nutriments. Voilà. Et vous remettez ça entre les rangs, alors filtrer pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Hein. Alors attention, ça peut être je connais pas spécialement ce type de purin. Je sais pas ce qu'est la force de ce purin et son originalité.
Donc c'est pour ça que quand vous allez l'utiliser, ne touchez pas les légumes, quoi. Mettez-le sur l'interrang, quoi. Voilà. Ok, donc au sol, en tout cas, ça peut pas faire de mal. C'est Non, ça l'idée. Ah non, et puis là, c'est la bonne solution, hein. Franchement, là, comme ça, vous ne perdez rien, vous restez. Et là, bravo à l'auditrice de penser à ça, quoi. Puisque, on va le rappeler, hein, une mauvaise herbe, entre guillemets, va forcément puiser les nutriments et elle sera pleine de nutriments. Donc, si on lui fait faire tremper dans de l'eau de pluie de préférence, forcément, elle va derrière se relarguer en fait les nutriments. Toujours, ce qui est, alors, ou l'autre système, c'est quand vous avez une accumulation de plantes du même type et qui ont fleuri, c'est de mettre toujours ces fleurs, ces déchets de nettoyage, toujours au même endroit. Et ce même endroit va servir tous les ans pour planter les courges, par exemple. Parce que vous accumulez toujours les mêmes plantes. Voilà. Il y a peut-être ces plantes qui vont pousser, mais à force de mettre des déchets végétaux, elle ne va pas s'y développer, ça ne sera pas son milieu de vie, ça va changer. Et le fait toujours de mettre les mauvaises herbes au même endroit, comme ça vous permet d'améliorer la qualité du sol, qui ne va pas correspondre à la plante pour qu'elle puisse se développer. Et en plus, ça va améliorer le sol pour faire pousser des légumes qui sont très, adorateurs de nutriments et de matières organiques, que sont par exemple les courges. Stéphane qui nous dit bonjour, donc j'ai une terrasse en ville, en région parisienne, j'ai déposé des pots de bananes dans mes jardinières, je remarque des feuilles qui se décolorent notamment sur un kiwi auto-fertile fraisier framboisier. Je pense qu'il y a un lien, que se passe-t-il? Il nous a mis une photo, qu'est-ce qui se passe? Il faut pas oublier que par exemple sur le kiwi, il faut à peu près alors je recommence, c'est une plante, la strate verticale. Voilà. Qui dit strate verticale veut dire que dans son milieu naturel, elle s'adosse à des arbres, à des plantes qui sont riches en dépôts organiques. Donc ça veut dire que le sol doit être d'une super richesse en matière organique. Donc beaucoup de feuilles en décomposition. Et c'est souvent un sol qui est profond. Donc voilà, ce qui n'est pas forcément dans une jardinière. Y a-t-il un lien avec les pots de banane? Non. Non, c'est juste un mauvais tempo. Oui, parce que ça voilà, et puis au bout d'un moment, et puis là, c'est très compliqué les jardinières. Il fait très chaud, c'est sec. Ou les plantes, qui ont besoin beaucoup de sol, ça se resserre très facilement. La plante ne peut pas prélever tous les nutriments dans le sol, donc faut rempoter, quoi. On appelle ça des rempoter, quoi, Eric. Ouais, il faut rempoter, et puis surtout, faut arroser sans arrêt, quoi. Ouais. La peau de banane, je dirais que ça apporte beaucoup de déchets organiques. Ça se décompose très rapidement. Donc... Ouais. Donc on rempote et on continue les pots de banane. Sinon vous êtes toujours aussi fort, bravo. Et aussi un petit retour sur un de vos conseils. Oui, le pipi sur le citronnier. Alors j'imagine pas sur le citronnier pile poil, mais dans l'arrosoir qui va arroser le citronnier, a été très apprécié. Merci, continuez, et très bien la boutique aussi signé Stéphane. Merci en tout cas Stéphane. Oui, de toute façon, comme dit, vous pouvez jamais vous tromper si vous faites pipi. Bon, alors ça va. Florent de Haute-Savoie qui nous dit bonjour à vous les mentors du jardinage. Merci pour vos réponses à mes précédentes questions. Grâce à tous vos conseils, mon jardin est luxuriant malgré les épisodes de grande chaleur puis de forts orages. J'utilise beaucoup moins d'eau que l'année dernière et pourtant mon frigo est déjà plein de légumes. Alors j'ai deux nouvelles interrogations. J'ai planté tout un tas d'aromatiques, des variétés diverses de sauge, de thym, de verveine, de romarin, de menthe sauvage, de sarriette. Ma préférée, c'est très joli et odorant, mais j'ai aucune idée de comment les conserver, quand les bouturer. Avez-vous des recommandations sur les aromatiques? De toute façon, l'aromatique se bouture à partir du mois de septembre. Voilà, parce que le sol est encore chaud. D'accord. Et puis faut savoir que comme ce sont des sous-arbrisseaux, souvent ce qu'on appelle. Alors, ce que c'est qu'un sous-arbrisseau, c'est une plante ligneuse qui fait entre 20 et 50 cm de haut. Voilà, on est là-dedans. Il faut pas oublier que si cette plante est bouturable, c'est-à-dire qu'on peut séparer un morceau de végétal et le mettre dans le sol. L'idéal c'est vraiment le mois de septembre-octobre, parce que le sol est encore chaud, et la plante va se bouturer en 5-6 semaines. Donc avant l'hiver, entre guillemets, avant les périodes de grand froid, la plante sera déjà, enracinée. Donc il faut le faire à cette période. Mais bien sûr, il y a le deuxième rattrapage qui est la période printanière, mais comme souvent, et on le voit de plus en plus, c'est très très bien au mois de mars-avril. Puis des fois il peut faire très sec et c'est là qu'on peut perdre des boutures parce que les peaux dessèchent. Et après ça décline, on a des printemps qui sont plutôt, en tout cas cette année on l'a vu, des printemps qui sont plutôt secs. Deuxième question, quand ont commencé les semis de brocolis? J'ai sans doute planté trop tôt ceux de l'année dernière et ils ont poussé en de multiples petites têtes sans belle tête centrale. Là les brocolis c'est même un peu tard pour les semer. On est d'accord, on peut les planter maintenant, les choux. Voilà. Pas de souci, par contre c'est un peu compliqué. Quelle est où elle habite Haute-Savoie.
Ouais, alors si en plus il y a un petit peu d'altitude, voilà, même légère. Au hasard, ouais. C'est un peu, là, faut plutôt acheter des plants à repiquer, quoi. Donc, plan à repiquer, Florent. Un grand merci pour la qualité de votre podcast. Hâte de vous réentendre samedi matin avant d'ouvrir ma librairie. Donc, Florent, super. Logiquement, est libraire. Alors, justement, là, une petite info, parce que l'auditrice a bien vu que l'auditeur. L'auditeur. Florent, je suis perdu, moi. A bien vu qu'il n'y avait pas il n'y a pas de pub, il n'y a rien sur nos podcasts. Au-dessus du rayon de livres sur le jardin, un petit mot, si vous voulez en savoir plus, cliquez, mettez On s'aime fort. Moi, je le conseille dans les bibliothèques et compagnie, parce que comme dit, on n'a pas honte déjà de ce qu'on dit et ce qu'on fait. Mais il manquera plus que ça, tiens. C'est ça, non, mais je veux dire, nous, on est vachement bien dans nos potes, en tout cas, bien que je mette jamais de bottes, mais le truc, c'est que des fois, même je mets sur les liens, je le fais mettre sur les communes et compagnie. Des fois, les gens ils disent on sait pas quoi raconter sur le jardin toutes les semaines, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, faut que ça soit vite alimenté. Je lui mettais un lien sur On s'aime fort, Et puis oui, pardon, vas-y, Eric. Non, vas-y. Non, mais c'est le meilleur système, et c'est comme le meilleur ça, système, c'est gratos. Et puis pour le coup, voilà, on partageait évidemment ce podcast. Alors on partage quand même parce que c'est quand même aujourd'hui le premier podcast en termes d'audience, le premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast, qui est quand même un des principaux diffuseurs, même si vous retrouvez bien sûr ce podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, je le disais, sur Google Podcast, etc. Donc voilà, ça nous fait bien sûr plaisir d'être écoutés, c'est logique. Et puis c'est des heures et des heures de travail. Vous avez vu le niveau de préparation de cette émission. Oui. Eric, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, on va continuer. Donc voilà, Florent, on a donc, allez chez votre pépiniériste, chez votre horticulteur préféré, tardez pas trop parce que voilà, c'est vraiment le moment. Et puis planter, par contre, ça va être la mini-motte. Donc on fait tremper la mini-motte et on arrose tous les jours pour que ça reprenne pendant au moins une très grosse semaine. Ouais. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que si vous achetez des plants en mini-motte, ne prenez pas des vieux plants. Des fois, on les voit bien, et des fois on dit ils sont tout gros, ils sont compagnie. Des fois, il faut mieux prendre des jeunes plants. Oui, qui vont reprendre beaucoup mieux. Surtout si on a un épisode de chaleur. Je parle même pas de sécheresse, là, je parle de chaleur. Karine, qui termine cette valse des questions que vous nous avez envoyées, chers auditeurs et chères auditrices. Bonjour toute l'équipe, merci pour votre émission et vos précieux conseils. J'habite au fond d'une vallée dans le Haut-Rhin, près du ballon d'Alsace, à 450 mètres d'altitude, et je cultive toutes sortes de légumes dans mon petit potager de 20 mètres carrés. Depuis 2 ans, j'ai une invasion de pourpiers. Il en pousse absolument partout, sous le paillage, dans la serre à tomates, mes semis de carottes, les radis sont étouffés. J'arrache manuellement, mais en moins de 2 semaines, je suis débordé, tout le sol est recouvert. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter, voire éviter cette invasion l'année prochaine? Et je sais que le pourpier se consomme, mais je préfère mes salades et mes concombres. Merci pour vos conseils et bonne journée à tous. Signé Karine. Qu'est-ce qu'on fait? Globalement, on l'arrache en le laissant sur place. C'est-à-dire le principe, c'est de biner et de vous laisser le déchet sur place. C'est un déchet qui est super bien parce que c'est un déchet qui est très couvrant et en plus qui est très très plat. On va rappeler comment est le pourprier. Oui, c'est une plante c'est vraiment une toile d'araignée qui se développe, avec des feuilles qui sont ovoïdes, Alors bien sûr, quand on regarde dans les sites internet, ils nous disent oui, il faut en manger. Mais déjà c'est pas du pourpier, c'est du pourpier sauvage qui est très très bien. On peut faire du pesto. Mais on ne vit pas notre vie dans le pesto. Quand on a des grosses quantités, souvent les conseils, c'est quand les gens ont 3 pourpiers dans le jardin, quoi. Mais quand c'est que du pourpier, c'est compliqué. En sachant qu'un pourpier peut faire facilement 50-60 cm de diamètre, c'est un pied. Donc voilà. Moi, je dirais qu'à l'auditrice, faut pas qu'elle se prenne trop la tête. Je veux dire, qu'elle paille le maximum, comme ça le pourpier va se développer beaucoup moins. Il faut pas oublier que le pourpier, situation qu'il aime bien, c'est les périodes un peu critiques sèches. Voilà. L'absence de plantes au-dessus, parce que lui, sa concurrence, c'est de faire à plat. Alors même s'il y a une plante qui se développe verticalement, ça le dérange pas du tout. Et puis il y a l'autre solution, que faut dire, c'est de laisser pousser le pourpier, quoi. Oui, mais l'auditrice visiblement préfère son concombre. C'est ça, voilà. Et les salades. Voilà, mais après, comme dit, pourpier et concombre, ça pousse très très bien ensemble. C'est pas le même milieu, entre guillemets, même si un il va en surface, pareil que l'autre, mais c'est pas très grave. Mais le meilleur des solutions, c'est le petit couteau bien pointu. Et dès qu'il y a vous coupez, mais vous l'enlevez pas du pied. Parce que quand on enlève le pourpier, par contre, et quand on a des plantes, on fait des dégâts.
parce que on arrache un peu tout, mais simplement limiter. Alors, c'est la question que j'allais te poser. Plutôt la cisaille ou le ciseau ou le couteau que d'arracher. Donc, on laisse le système racinaire, c'est ça? C'est comme le liseron. Hein. Le liseron, ça peut. Moi, j'ai le cas aussi. Hein. Ils peuvent envahir les petits fruits et compagnie. Hein. Ça ne pose pas de problème à ce moment-là, parce que là, c'est accueilli. Mais surtout, il ne faut jamais arracher. Faut couper en bas, vous laissez dessécher sur le végétal. Hein, d'accord. Comme ça, ou même sur les concombres et compagnie qui poussent sur un grillage, ne tirez jamais même sur les tomates, des fois quand vous avez un liseron, ne tirez jamais, coupez à la base, ça va dessécher sur le plant, puis c'est tout quoi. Hein. Parce que sinon, si vous tirez, vous risquez de couper les jeunes pousses qui sont très, je dirais, herbacées, et donc très cassantes. Quoi. Bien, en tout cas, Eric, cette auditrice. Alors oui, pour l'auditrice aussi. Bon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais à la fois, c'est qu'une nouvelle. La réserve de graines du pourpier, parce que la graine de pourpier, c'est de la poussière. Si vous achetez du pourpier à cuisiner, les gros pourpiers, il n'y a pas grand-chose comme graines. Donc, il y a une réserve de sol pendant 10 ans. Hein, donc ça, c'est quoi? En gros, c'est combat perdu, c'est ça? Voilà, qu'elle laisse un peu de fleurs ou qu'on n'en laisse pas, il y aura toujours du pourpier. La seule chose, c'est qu'un jour, quand le sol sera toujours couvert, à un moment, le pourpier ne poussera plus. Donc, pailler, y compris dans les périodes hivernales, j'allais dire hors saison. Ouais. Couvrez le sol autant que possible. Eric, je te propose, déjà je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qui peuvent nous contacter sur contact@monjardinbio.com, et on va passer au dossier de la semaine qui parle des iris. Alors qui est vraiment une plante qui est très cool, très facile, avec une multitude de fleurs dont les horticulteurs en floriculture ont imaginé des floraisons complètement différentes et compagnie. L'iris, sauf celui qu'on va trouver, il y a des iris sauvages, qui n'ont rien à voir. Ceux-là, laissez-les dans la nature, ne les prélevez pas. De toute façon, ils sont trop petits pour vos jardins, comme je dis toujours. Ils sont jolis, mais ils sont bien que dans leur habitat. Ils seront très moches chez vous. Bon, je dis ça, c'est pour éviter de les cueillir. Mais vous avez des iris horticoles, utilisez plutôt les iris. Et puis aussi, j'en parle aussi, c'est important, c'est que vos iris, vous verrez dans les multiplications, il y a beaucoup de déchets. Et ces déchets, ne les mettez pas dans la nature ou dans les milieux naturels ou semi-naturels, parce que s'ils se trouvent dans une situation favorable, ils vont se développer. Alors c'est vrai que quand on voit de la renouée du Japon, ça prend la tête, on dit c'est nul et compagnie, mais si des fois on voit des iris un peu partout, on dit c'est joli, ça pose pas de problème. Non. Souvent on a un peu une sélection sur les plantes invasives. Une plante horticole, quand elle est dans son jardin, doit être gérée soit dans son jardin, c'est-à-dire ce qu'on appelle une valorisation in situ, ou soit apportée à la déchetterie. Mais surtout pas, ne le mettez pas, même dans votre forêt privée, parce que ça va changer le milieu de vie et compagnie. Voilà, ça c'est la petite histoire. Alors comment on fait pour les iris? C'est vraiment une plante qui est vraiment très très simple, hyper vigoureuse. Qui ne demande pas d'être précautionneux. C'est une plante un peu rustique, comme dit, ça tient le coup. Donc si vous voulez la multiplier, c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, au bout de 5, 6, 7 ans, en fonction des lieux, et surtout quand les endroits sont un peu confinés, ils fleurissent plus. Parce que la floraison est sur jeunes sujets, et on croit que les iris ça pousse pas. Voilà, ça a l'air un peu pâteau, un peu mou du végétal, mais en réalité ça pousse très très vite et vous avez quand même des rhizomes un peu partout. Et au moment quand tout se resserre, quand il y a le pied d'à côté qui va sur le pied de l'autre et ainsi de suite, ça fait tellement un enchevêtrement de rhizomes qu'il n'y a plus rien qui pousse. Donc il est bon à un moment de les éclaircir en totalité ou partiellement, donc il faut tout enlever. Moi je dis souvent c'est plus simple, c'est tout enlever, ou une partie. Si vous avez plusieurs massifs dans votre jardin, vous en faites un tous les ans. Voilà, vous enlevez tout, c'est très simple, vous ne gardez que les jeunes rhizomes, c'est-à-dire plutôt ceux qui sont à l'extérieur de la touffe, tout simplement. Vous gardez à peu près ces entre 5, 8, 10 cm de rhizomes, ça se voit, ça fait des bouts qui s'enchevêtrent l'un dans l'autre. Il y a un peu de racines, souvent à ses pieds, et puis vous avez une feuille qui est plus ou moins développée. Donc là, vous gardez que ces sujets-là. Et le reste, vous jetez. Voilà. Donc vous pouvez le mettre au compostier. Alors bien sûr, pas tel quel, parce que ça va repousser dans votre compostier. Vous coupez en petits morceaux. Donc bien sûr, quand vous allez enlever les rhizomes, vous les coupez à la serpette ou avec un cutter ou un couteau très bien affûté, désinfecté et compagnie. Au préalable, vous avez, même si c'est l'endroit où il y avait les iris, vous pouvez les remettre au même endroit, mais quand on remet une plante à un même endroit, il faut le réalimenter en compost. Pourquoi?
tout simplement parce que tous les plantes que vous avez enlevées, c'est un déchet qui ne sera plus sur place une fois qu'il va se décomposer. Donc quand on enlève tout, faut remettre en réalité ce que le déchet que vous avez enlevé aurait pu produire. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre du compost bien décomposé ou du terreau de plantation. Voilà, vous mélangez bien l'ensemble avec en décompactant la fourche bêche, voilà, sur 20-30 cm, et puis après avec la griffe, voilà, et puis après vous remettez les rhizomes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend ce rhizome, on coupe la moitié des racines, proprement toujours à la serpette ou au couteau. Et puis s'il y a beaucoup de feuilles, vraiment, vous laissez que la moitié des feuilles. Voilà. Vous émettez une plante, surtout tous les 30 au maximum. Comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Mettez pas tous les 10-15 cm parce que sinon ça va vite. Il va y avoir beaucoup d'encombrement. Voilà, vous les mettez ici et là. Au début ça fait un peu bizarre parce que ça fait comme si vous avez repiqué des trucs, ça fait un peu cimetière à iris. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, ça va vite se développer. Alors le principe, il faut surtout pas surenterrer l'iris, il faut que ça soit en affleurement comme vous le voyez naturellement. Et puis après vous arrosez copieusement, voilà, pour qu'il y ait une bonne base et surtout que quand vous arrosez, la terre aille un peu partout. Et puis vous laissez faire, voilà. Et comme ça, une grande majorité de ces plantes que vous avez repiquées vont fleurir l'année suivante. Parce que si vous le faites un peu trop tard ou au printemps, il n'y aura pas de floraison. Alors ne soyez pas surpris si ça ne fleurit pas la première année, sur certains rhizomes, ça fleurira la deuxième année, et ainsi de suite. C'est une plante du partage, bien sûr. Ces iris que je vous invite, parce qu'il faut préparer aussi les trocs plantes de l'automne. Alors ce que je vous invite, c'est que si vous en avez plus, souvent on a beaucoup trop, vous prenez des godets ronds, et puis vous faites la même chose mais en godet. Ces godets vous les enterrez, comme ça vous aurez des iris qui sont déjà en racines et je dirais qui seront proposés au troc plant. C'est quand même mieux que des fois d'avoir des morceaux de rhizome comme ça qui se baladent en duel sur les ateliers. Donc là, le choix de l'iris, pourquoi je vous en parle, c'est surtout que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des plantes de bordure, c'est-à-dire au bord d'un mur, d'un muret, d'un massif et autres. Et puis c'est des plantes pas chiantes, quoi. C'est-à-dire que des fois quand vous avez des endroits, il n'y a rien qui pousse, c'est embêtant, vous allez avec la tondeuse, vous avez peur de toucher une plante, des fois le mur, par exemple, on met des galets, des graviers, qu'il faut toujours désherber et compagnie, je vous invite à mettre plutôt des iris, voilà. Vous en mettez un tous les 30 cm, voilà, et puis au bout de 3-4 ans, vous aurez une super bordure, le mur sera protégé, ça sera facile, ça fera un joli lien entre votre partie engazonnée et la partie de votre mur, voilà. Donc ça c'est super. Ceux qui utilisent le fil, le rotofil par exemple pour tout simplement pour limiter la quantité d'herbe, c'est une jolie protection aussi pour je dirais pour les parties mûres. Et par exemple, là c'est moins drôle mais faut y penser, pour les cimetières, entourer des fois une tombe avec des iris. Pour le désherbage c'est cool parce que là il n'y a vraiment pas grand chose, parce que c'est une plante qui se resserre bien, c'est souvent plein soleil parce qu'il ne faut pas oublier que l'iris, il faut qu'il y ait plus de 8 heures de soleil, donc pour qu'il se sente bien, donc souvent le cimetière c'est plein soleil, ça. Et puis en plus ce qui est important c'est que quand les ouvriers ils peuvent pas le faire autrement, les cimetières doivent être enherbés, c'est où il y a de l'herbe ou autre, c'est quand même plus joli. Et puis quand on n'a plus le droit d'utiliser les pesticides, et heureusement on va utiliser le rotofil, même quand ils mettent des protections devant des carters pour éviter qu'il y ait... il y a un peu de casse des fois, quoi. Des fois il y a un peu de casse, et surtout sur les plaques de marbre qui sont les... Voilà. Le fait de bordurer comme ça fait une jolie protection. Voilà, ça c'est super. Et dans les jardins familiaux, des fois, c'est la grande bataille entre le chemin et l'allée et la parcelle. Moi je dis aux gens, mais obligatoirement planter des iris au pied entre le chemin et là, comme ça, au moins ça finit bien la parcelle. Et puis vous n'aurez pas de problème de plantes indésirables. S'il y a trop de plantes indésirables, c'est en ce moment qu'il faut le faire. On enlève tout, on enlève les plantes, on repique dedans, donc il n'y a pas de souci. Et c'est plutôt assez joli, mine de rien, oui, voilà. Même quand il n'y a plus les fleurs, oui. Parce que finalement ça fait ça fait des petites feuilles. C'est solide, et sur des terrains en pente par exemple, ça maintient aussi, Eric. Ça maintient la terre. Ouais. Alors des fois je dis on peut faire un jeu qui est assez important, qu'on a une petite pente, c'est de faire ce qu'on appelle une haie sèche, vous mettez quelques piquets, vous mettez des branches qui permettent de faire un peu des étages, des marches. Et puis en contrebas, vous mettez des iris. Alors ça tient tout, quoi.
c'est vraiment super. En termes d'arrosage d'iris, c'est pas très exigeant. Bah, globalement, on n'arrose pas, sauf si on a vraiment des iris botaniques, comme je dis, parce qu'il y en a qui coûtent une blinde. Voilà. Et puis, si vous avez le traditionnel bleu mauve, bleu violet et compagnie, il y en a plein de sortes. Moi, je connais un jardin familial, il y en a plein de sortes d'origine, de tout début. C'est les plus simples, c'est les plus cool, mais allez voir, je crois qu'il y a un producteur qui s'appelle Monsieur Cailleux. Alors c'est assez marrant parce qu'un cailleux c'est un rhizome. Voilà, ils font des collections mais merveilleuses. Voilà, c'est assez surprenant. On pourrait rester des heures à observer comment est formé un iris. Voilà, c'est super. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez des lieux humides, il existe des iris de milieux humides. Oui, j'ai compris, les yeux humides. Non, oui, pardon. Mais ça aussi. Les milieux, mais ça aussi. Dernière question. Tu disais après plusieurs années, c'est à partir de quand? Parce que moi, par exemple, j'en ai là dans le jardin. On les a jamais séparés. Oui. Ça fait des années et ça fleurit chaque fois. Oui. Alors, au bout de combien de temps? En principe, à partir de la 5e année, on peut avoir, en fonction des situations, des fleurs qui diminuent. Pourquoi? Parce que l'iris aime bien des zones un peu dégagées quand même. Et puis là aussi, ce qui est important quand je dis aux gens, je vais planter des iris, je vais en récupérer chez les gens. Je dis, avant d'en récupérer chez les gens, parce qu'un iris du mois d'août ressemble à un autre iris du mois d'août, quoi. Donc ce qui est important de voir, c'est est-ce que la floraison vous aimez bien, est-ce que la fleur est grande, la couleur et aussi le développement. S'il y a une personne qui dit j'ai mes iris qui fleurissent jamais, bon, il y a un truc, quoi. Il y a un truc, il y a un problème. Soit parce que le lieu ne lui convient pas, si les conditions de vie lui correspondent à l'iris, et des fois c'est génétique. On sait très bien que n'importe quelle plante, vous avez des plantes qui sont plus florifères, et on sélectionne comme ça, quoi. L'important, c'est non pas la rose, mais l'iris. Tu disais, il y a aussi un sujet quand l'iris aime bien se développer. Ça veut dire concrètement que si il est dans une bordure, forcément, il va être contraint. S'il est sur un terrain très large, la séparation et comment dire la division n'est pas obligatoire. Non, disons que ça dépend comme il pousse, mais quand il y a de la place et compagnie, c'est par les nouveaux rhizomes qu'il va y avoir les plus belles fleurs. D'accord. Donc ça veut dire que les anciens, faut les identifier et ça, on peut effectivement enlever. Ouais, c'est ça. Bien. Pour ça que si par exemple ça peut arriver, qu'il y a 10-20 mètres d'iris, comme je dis, des fois de temps en temps, il est peut-être bon d'en faire 2-3 mètres, qu'on enlève au fur et à mesure et qu'on refait. Et qu'on refait. Bien. Et là aussi, quand vous sélectionnez, ne récupérez pas des iris qui n'étaient pas beaux, quoi. Oui, on garde les plus beaux et on a compté, en tout cas, de ce qu'il faut faire et on peut regarder avec les voisins potentiellement aussi. Eric, on arrive tout doucement à la fin de ce long podcast qui a dépassé l'heure d'émission. Je te propose de passer au faux dicton du jour et puis ensuite au Oui, bien sûr, ça sera autour de l'iris, voilà. Quand les iris de la voisine tapent dans l'œil du jardinier, c'est qu'ils sont en tête à tête. C'est joli. C'est joli, c'est très joli. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec ma contre-pétée plein de testostérone du début. Tout à l'affaire que tu vas nous redonner et dont les auditeurs et les auditrices pourront Non, c'est vrai. Dommage. Non, parce qu'après, le principe de la contre-pétrie, il ne faut pas qu'elle se voit. Et qu'elle se voit pas. Bon, du coup vous faites pause, vous revenez au début de ce podcast et comme ça vous écoutez, vous pourrez entendre la contrepétrie d'Eric. Parce que de toute façon il fait vraiment très chaud en ce moment et c'est pour ça il faut éviter de se balader sur une allée bitumée parce que sinon il fait vraiment très chaud. Donc voilà, attention à ça. Attention à ça, évidemment. En tout cas, ceux qui nous écoutent peuvent nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, je le disais avant, nous suivre sur Instagram, sur Facebook, évidemment, vous abonner à la newsletter que vous recevez tous les vendredis. On remercie les oiseaux qui ont fait un concert pendant tout l'enregistrement de ce podcast. Donc c'était plutôt sympa. On enregistre en vraies conditions. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui nous je suis fatigué. Qui nous suivez. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous mettre des étoiles dans les applications et des notes aussi, ça nous fait plaisir. Et puis évidemment, les grosses tartines de compliments nous font toujours plaisir, évidemment. C'est d'ailleurs le seul critère qui fait que
on répond à vos questions. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine, Eric. Mais avant, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, nous sommes toujours dans la deuxième partie de l'année, donc c'est important de pouvoir dire voilà, tout n'est rien n'est perdu, on peut tout recommencer, donc ça faut se dire. Et puis attention à l'abus d'alcool, surtout quand on va aller fréquenter les grands javins. Tout à fait. D'accord. Voilà. C'est la troisième, c'est ça ? C'est ça. Je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Rendez-vous la semaine prochaine. Si vous avez compris les 3 contrepétries, gagne un bon d'achat sur la boutique. Ouais. Allez, on fait ça ? Ouais, surtout qu'en ce moment l'actualité est pas bonne et on sait très bien que T'en fais une quatrième. que la Chine n'est pas l'ami du Pakistan. Hein, donc, Tout à fait. Tout à fait. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Allez, à la semaine prochaine. Salut à tous. À la semaine prochaine. Salut.